Bonjour Ali, Bonjour à vous. bienvenue parmi nous et merci d'avoir accepté de répondre à cette question. Et bien, merci à vous d'organiser ce genre d'événement à l'Uni, Massignon, ensemble. Ça fait plaisir de redécouvrir la communauté massignonnaise. Du coup, je pense qu'on va directement aller dans le vif du sujet et commencer par te poser quelques questions sur le tout début de ton parcours, là où ça a commencé, c'est-à-dire dans les bancs du lycée à Massignon, donc cet établissement qui nous rassemble tous. Du coup, on voulait commencer par te demander quelle filière et option as-tu choisi au lycée et pourquoi? Alors, du coup, moi, au lycée, j'ai fait mon bac ES, donc au moment où il y avait les filières, puisqu'elles n'existent plus aujourd'hui, les filières. ES, pour quelles raisons? Je pense qu'il y en a deux, majoritairement. La première, c'est que j'étais peut-être pas assez bon en maths, physique, SVT pour faire S. Et de toutes les manières, moi au collège, voilà, comme à peu près peut-être 80-90% des Massignonnais, j'étais en mode bah, c'est S ou rien. Mes parents me mettaient un petit peu la pression par rapport à ça. Donc je voulais faire S, mais je ne savais pas pourquoi je voulais le faire. Euh, mais j'étais pas assez bon pour le faire. Je pense qu'il y a eu de ça. Et en parallèle, j'étais quand même plutôt très, très, très à l'aise dans les matières littéraires et surtout en histoire. Surtout en histoire. J'étais tellement à l'aise que voilà, que S, bah, ça s'est fait de façon aussi naturelle. Quand j'ai vu que S, ça ne le faisait pas, bah, j'ai mis ES. Mais ça n'a pas été un échec ou quoi, parce que j'étais très bon en histoire, donc ça m'allait. Ouais. Et ensuite, les options, c'est ça la deuxième question. Et les options, du coup, l'année d'après ou l'année encore après, en terminale ou première, je ne sais plus, j'ai fait option Sciences Po. Alors, le truc, c'est qu'en terminale, jusqu'en terminale, personne ne sait ce que c'est que la science politique. Parce que ça, on le découvre qu'après. Mais tout au long de mon lycée, j'étais quand même si j'étais d'une certaine façon le cassol qui bossait pas sur pas mal de matières, il y a un truc sur lequel j'étais bien, c'est que j'adorais lire et lire les journaux. Et je faisais partie des seuls, je pense, de ma génération qui lisaient plutôt très régulièrement les journaux, l'actualité, etc. Et donc, ben, Sciences Po, c'est apparu comme une évidence aussi. Ben, on va parler de politique. La politique, c'est l'actualité, au sens large, hein. Donc, j'ai dit, ben, vas-y, je vais faire option Sciences Po après. Voilà. Ok, super. Donc, ça fait sens. Et du coup, lors de ton cycle d'orientation en terminale, comment as-tu décidé d'entreprendre ce parcours-là en sciences politiques? Alors, mon parcours en sciences politiques. Donc, comme je t'ai dit, jusqu'en terminale, on ne sait pas ce que c'est que la science politique. Euh, et pour beaucoup, même après, même bien après parfois. Mais donc, j'étais intéressé par l'actualité de façon très, très, très générale. Je voulais faire quelque chose qui me permette d'explorer ça de façon plus approfondie et qui me permette de continuer ce que j'aimais bien en histoire, c'est-à-dire avoir de la culture G sur des grandes thématiques de société. Et c'est pour ça que le libellé, le label qui allait le plus avec ça, ben pour moi, c'était sciences politiques. Donc, quand j'ai commencé à chercher voilà, une licence, un truc pour le supérieur, ben c'est directement la science politique qui est apparue. Il y avait aussi sur APB et tout, il y avait aussi des licences ou là, des trucs histoire ou droit ou des choses comme ça. Mais j'avais le sentiment que c'était plus restreignant par rapport à ma volonté d'avoir plus de culture G et d'approfondir ce que j'aimais déjà bien dans les disciplines histoire et Sciences Po. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi sciences politiques dès ma licence. Ok, super. Et du coup, finalement, qu'est-ce que tu retiens de ces années et de ces dernières années-là en particulier à Matignon? Que je retiens de mes années à Massignon. Ça fait partie des plus belles années de ma vie, ça c'est certain.
Et ça, c'est d'abord le côté positif. C'est que les plus belles années de ma vie parce que je m'y suis fait mes meilleurs amis, qui sont encore mes meilleurs amis aujourd'hui, et que ça a été rigolade sur rigolade pendant voilà, du collège jusqu'à la fin du lycée. Et donc ça, voilà, je le dis avec le sourire parce que vraiment, c'est de la nostalgie et que ça me manque. Donc voilà, donc socialement, super. Franchement, socialement, très bien. Faites Massillon pour avoir des potes, pour vous amuser. Mais alors, en revanche, sur l'aspect boulot, sur l'aspect scolaire, je vais naturellement être un petit peu plus critique. C'est une école qui, pour moi, de mon point de vue, a cultivé, nous a fait cultiver un élitisme, mais un élitisme biaisé. Voilà. L'élitisme, je trouve ça bien. Et je trouve que c'est peut-être une des richesses quand même de Massillon, de cultiver ça, parce qu'il faut de l'ambition. Je fais partie vraiment des gens qui pensent qu'il faut de l'ambition et tout. Mais à Massillon, ça n'avait aucun sens parfois. À Massillon, la façon dont la hiérarchie, dont le personnel avait de t'inciter à devenir le meilleur de toi-même, etc. C'était pas fait de la bonne façon, c'était fait en catégorisant les gens trop facilement et surtout trop rapidement. Voilà, aujourd'hui, moi, je suis hyper fier du parcours que j'ai fait et j'ai quand même pas mal de profs à Massillon qui me vouaient à un parcours absolument nul et pas du tout un doctorat dans une belle université française et tout ça. Qui me disait dès la troisième, ouais, toi, de toutes les façons, allez hop, tu vas rien faire, voilà, tais-toi et fiche-nous la paix. Donc voilà, moi c'est ça ce que je retiens de Massillon. C'est voilà, socialement super, scolairement plus compliqué. Plus compliqué. Pour rester gentil. Ok, donc je te disais pour ta licence, il y a beaucoup d'alumni qui font leur rentrée à Lyon 2 ce mois de septembre et du coup qui se demandent ce que tu as pensé et pourquoi tu as choisi Lyon comme université pour continuer tes premières années d'études supérieures. Ok. Là, la question, c'est pas sur la ville de Lyon, hein, c'est sur l'université. Oui. Ouais. Lyon 2. Alors, moi, il se trouve qu'à la fin, moi, à la fin de ma terminale, je devais aller en Angleterre à l'origine, avec tout le délire il faut avoir une note minimale au bac et il faut avoir l'IELTS. Et moi, pas de bol, j'ai eu la note minimale au bac et j'ai pas eu le 0,5 points qui me manquait pour avoir l'IELTS. Enfin, avec le score qu'il voulait, c'était 7 ou 8, je sais plus, et moi j'ai eu 0,5 en dessous. Donc, je n'ai pas été en Angleterre. Et donc, je me suis rabattu sur le choix qui devait être mon troisième en réalité, parce que j'avais un autre plan en deux, qui était ce que j'avais mis sur APB. Et j'avais mis sur APB de manière vraiment presque sans vraiment m'interroger sur pourquoi Lyon 2, etc. Ben, j'avais mis Lyon 2 comme ça. J'avais mis Lyon 2 comme ça. Je reviendrai peut-être dessus après, mais mes parents m'avaient conseillé la ville de Lyon, donc j'avais pris Lyon et pas Paris. Et donc, je me retrouve comme ça à Lyon 2, voilà, je ne savais même pas pourquoi je venais ici. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle je me suis retrouvé à Lyon 2. Qu'est-ce que je peux conseiller aux gens, aux alumni qui rentrent à Lyon 2 c'est une belle université. Ça, je ne vais pas dire le contraire. Le grand problème, c'est que limite, je vais être encore plus critique scolairement sur Lyon 2 que sur Massillon. C'est-à-dire que Lyon 2, c'est une université qui est trop politisée. Et là, il faut vraiment prendre avec des pincettes ce que je dis. C'est une université dans laquelle une bonne majorité des élèves, ça va faire vieux con de dire ça, mais n'est souvent pas là
pour bosser. Mais là, pour au bout de la 2e ou 3e année, faire la révolution, faire Che Guevara. Bloquer les facs, etc. Ce qui fait diminuer le classement qui est déjà nul de Lyon 2 dans tous les types de classements qui existent. Et ça le fait diminuer encore plus. Et ensuite, ce qui fait que tu ne bosses pas non plus. Donc, voilà, pour ces 2 raisons-là, moi, je dis vraiment aux gens qui vont rentrer à Lyon 2, techniquement, le niveau des profs, lui, il est bien. Parce que c'est des profs qui viennent par la structure de l'administration de la fac et des universités. C'est des profs qui viennent généralement d'un même laboratoire de recherche qui envoie des profs à l'ENS, à Sciences Po, à Lyon 2, bon, avec des petites différences. Mais ça reste des gens super qualifiés, ça c'est certain, qui souvent sont déjà passés par des parcours anglo-saxons, des trucs comme ça. C'est des mecs super qualifiés, mais qui donnent des cours à des gens qui n'en profitent pas du tout et qui, chaque 3 matins, voilà, bloque la fac et autre chose comme ça. Donc, moi, je me suis fait de super amis à Lyon 2. Socialement, là encore, ça a été génial. Mais j'ai vite voulu quitter Lyon 2 pour passer à autre chose parce que c'était plus possible. Donc, ouais, ce que je dirais à des gens de façon très, très honnête, la licence, c'est pas grave, hein, c'est qu'une licence. On s'en fout de la licence, on l'oublie très vite dans un parcours. Mais le plus tôt vous pouvez quitter Lyon 2, le plus tôt quitter Lyon 2. Voilà. Ayant fait l'expérience de Lyon 2 cette année, je te rejoins vraiment sur le fait que les profs sont super, mais qu'ils se retrouvent face à un amphi qui n'en profite pas. Exactement. Mais bref, du coup, là, c'est la question sur la ville de Lyon. Pourquoi avoir choisi Lyon et est-ce que c'est une véritable ville étudiante selon toi? Et est-ce que tu penses qu'elle t'a permis de t'épanouir un peu mieux dans tes études? Ouais, ben là, oui, à 200%. C'est une ville étudiante, c'est plus qu'une ville étudiante, c'est une ville étudiante et une ville dans laquelle moi, je me vois faire une bonne partie de ma vie. Et c'est pour dire, parce que de base, je suis quand même aussi très attaché à Casa, mais voilà, Lyon, j'y ai trouvé aussi que des belles choses. Je vais dire 2 choses. La première, normalement, des gens vont voir ce à quoi je fais référence ou pas encore. Le problème de Paris quand tu es marocain, c'est que tu ne vas pas te retrouver avec les Français, c'est que tu vas te retrouver avec les Marocains et que tu ne vas pas te faire beaucoup de potes français. Et ça, je pense que c'est une perte quand tu vas faire des études dans un autre pays. C'est une perte à la fois pour ça et c'est une perte à la fois en termes de regard sur l'autre. Et très, très, très souvent, je vais avoir des potes et parfois vraiment parmi mes meilleurs potes, qui vont dire que les Français sont comme ci ou que les Français sont comme ça, alors qu'ils connaissent peut-être dans leur vie 5-10 Français et encore. Et que parmi les 5-10 Français, il y a le boulanger du coin qui est désagréable, donc qui est considéré comme raciste et les Français, c'est pas bien, etc. Mais ça, c'est l'effet de l'entre-soi marocain à Paris. Et le fait de venir dans une autre ville que Paris, ça te force nécessairement bon, là, le problème, il y a eu le Covid, ça n'a pas été le cas pour beaucoup de gens, mais ça te force nécessairement à rencontrer d'autres personnes et à rencontrer de la population locale, à rencontrer des étrangers qui, comme toi, ont débarqué dans une petite ville, parce que Lyon reste une petite ville par rapport à Paris, donc ça te force à créer du lien avec autre chose que ta communauté d'origine, et ça, c'est vraiment important, et c'est pour ça que ça a été une richesse. Ensuite, Lyon, c'est une ville qui est magnifique, c'est l'expression qui revient très, très, très souvent quand on est à Lyon, c'est que c'est une ville à taille humaine. Et je prends juste un exemple. Tu veux faire une distance d'un point A à un point B à Lyon, tu n'as pas le réseau de métro parisien qui fait que tu vas devoir mettre 45 minutes avec des problèmes, avec un métro dégueulasse qui sent mauvais, qui s'arrête en plein milieu et les gens se disent tout va bien autour de toi, ça choque personne de faire 1h30 dans un métro pour aller dans un bar et des trucs comme ça, tu vois. Non, à Lyon, tu peux faire des trucs à pied, des distances hyper courtes, tout en changeant d'ambiance quand même, parce que ça reste une ville quand même assez grande. Et donc voilà, donc tu as de tout à Lyon. Tu as les Alpes à côté, tu as l'Italie pas trop loin, tu as la Suisse. Voilà, moi je peux aller très loin sur Lyon. Il faut venir à Lyon, c'est une très très belle ville.
Et je le dis en connaissance de cause, en ayant vu beaucoup d'autres villes en France. Franchement, il n'y a pas photo, c'est Lyon la meilleure. Ouais, mais argument pour la retenir, c'est juste les transports qui sont plus pratiques, apparemment. Alors non, mais parce que je veux pas m'étaler. Il y a les transports, il y a l'ambiance, il y a les trucs Non, non, qui… Ouais. c'est clair. Non, non, c'est clair, t'inquiète. Pour avoir expérimenté Paris et Lyon, moi aussi, j'ai préféré Lyon. Ok, et dernière question concernant la licence. Quel conseil pourrais-tu donner aux personnes qui ont entrepris une licence en sciences politiques ou s'apprêtent à l'entreprendre? Je vais dire encore de manière très tranchée, parce que sur ça, je commence à avoir des avis vraiment tranchés. Ne faites pas de licence de sciences politiques si vous voulez pas faire de recherche. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que la recherche en licence. Donc, a priori, ne faites pas de licence en sciences politiques parce que très peu de gens finiront par faire de la recherche. Ce que je veux dire, c'est que la licence en sciences politiques, c'est évidemment hyper intéressant parce que ça te donne une ouverture sur le monde, franchement, qui est rare et que tu retrouves dans très, très peu d'autres parcours. Même dans des parcours où tu peux faire des stages à Singapour, Malaga, je ne sais pas, tous les pays du monde, Washington, ce que tu as envie, je ne suis pas certain que l'ouverture que tu as sur le monde et que la culture que tu acquiers, elle soit équivalente à celle que tu vas obtenir en licence de sciences politiques. Parce que la science politique, voilà, c'est vraiment c'est de la culture au sens… Enfin, c'est plus de la culture, c'est… tu rentres dans le vif du sujet, tu rentres dans les détails, tu commences à lire vraiment. Donc, il faut être prêt à lire, il faut être prêt à aller au fond des choses. Ce n'est pas un problème de ne pas lire, mais si tu n'es pas prêt à le faire et si tu n'es pas quelqu'un qui aime se poser et se taper peut-être 100-150 pages par semaine, ne rentre pas dans cette licence, tu vas déprimer au bout de 2 ans. Moi, voilà, comme je t'ai dit, moi au lycée, j'étais quelqu'un qui naturellement, voilà, j'étais un caissoul qui lisait beaucoup. Donc, du coup, moi, je suis arrivé à dire la chose que je savais le mieux faire de ma vie, c'était lire, 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 tranquille, aucun problème avec ça. Donc, la licence sciences politiques, il faut avoir cette appétence-là. En termes de débouchés pro, là, on va en parler ensuite, je pense, c'est autre chose. C'est plus compliqué que ça et c'est pas du tout le premier de mes choix, le premier des choix en termes de professionnalisation ensuite. Voilà quoi. Tu peux faire bon. Après voilà, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est qu'une licence et la plupart des gens que je connais qui ont fait la licence sciences politiques font des choses aujourd'hui, je vous rassure, et ils font de très belles choses. Mais ils n'ont pas continué sur un master en sciences politiques. Ils ont vite bifurqué, etc. Parce que voilà, beaucoup se rendent compte que la licence sciences politiques, voilà, c'est beaucoup de sciences humaines, c'est beaucoup de sociologie, c'est beaucoup de relations internationales, soit autant de choses qui ne sont pas des skills à utiliser directement sur le marché du travail. Ok. Voilà, vous me dites si vous voulez que je détaille sur des points. Non, t'inquiète. Comme tu as dit, on va passer sur la question sur le parcours professionnel. Donc, Inès, je te laisse la parole. Du coup, tu as parlé justement de stage donc lors de ta réponse précédente. On voulait savoir si tu en as effectué et si oui, quels étaient-ils? Alors, ouais, cette question est intéressante pour les gens qui seront intéressés par la recherche. J'y reviendrai aussi peut-être après. Le truc, c'est que moi, des stages, j'en ai fait peu, j'en ai fait 2 ou 3, mais j'en ai fait peu pour la bonne et simple raison que moi, dès le master, et presque dès la fin de ma licence, je savais que je voulais faire de la recherche. Je savais que je voulais faire… Donc, quand je dis recherche, c'est le doctorat, c'est la thèse. Parce que c'est pas nécessairement clair quand on n'a pas fait ça. Et comme je savais que je voulais faire ça, moi, les expériences qui ont été que j'ai fait à la place de faire mes stages, ça a été des mémoires de recherche. Et donc voilà, j'ai fait 3 mémoires de recherche entre mon master 1 et la fin de mon master 2. Alors avant ça, j'ai fait un stage au 360.ma à Casablanca, mais c'était nul. J'ai fait un stage à la chambre de commerce franco-espagnole à Casablanca aussi, mais c'était complètement nul.
Et parce que, en fait, bon, parce que c'est des stages de licence, quoi. Et un stage en licence, t'as pas non plus des compétences incroyables à mettre à profit. On va limite te donner, voilà, à recopier des trucs sur un tableau Excel, à faire de l'archivage, etc. Bon, donc voilà, j'en ai pas tiré des choses incroyables. Après, voilà, après j'ai fait des stages dans la recherche, c'est-à-dire dans un laboratoire à Lyon, en sciences sociales, et j'ai fait mes mémoires de recherche, j'en ai fait 3, et ça, c'est l'équivalent, en quelque sorte, du stage pour quelqu'un qui veut faire de la recherche. Donc là, je n'entends pas parce que, pour préciser, à la fin d'un stage, généralement, on fait un mémoire. Mais ce n'est pas un mémoire de recherche. Les mémoires qu'on fait à la fin d'un stage, c'est des petits documents de 40-50 pages. Ce n'est pas le truc le plus important de ton stage. Voilà, c'est bon, un espèce de document qui va rappeler, problématiser peut-être un petit aspect de ton truc, mais il n'y a pas une vocation ensuite à en faire un travail théorique au sens plein du terme. Alors que là, pour moi, mes 3 mémoires de recherche, ça a été ça, c'était des trucs de longue haleine. Et voilà, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Je parle beaucoup. Oui, parfait. Ça va? Non, c'est parfait, merci beaucoup. Là, on va passer à une autre catégorie. Du coup, on va évoquer ton master que tu as effectué à Sciences Po. Et du coup, on voulait savoir qu'est-ce qui t'a aidé à mieux l'appréhender, au final, ce master. Ok. Ok. Bon, alors, le terme. Bon, là, je vais être bavard aussi parce que bon, vous me le permettez avec le terme appréhender qui est fourre-tout, parce que appréhender, là, je peux mettre beaucoup de choses dedans. Appréhender. Comment j'ai appréhendé le master? À Sciences Po Lyon. Bon, déjà, la première chose, c'est que je voulais quitter Lyon 2 à tout prix. Surtout que moi, à la fin de ma licence, ma 3e année, elle a particulièrement été marquée en France par, non, ouais, par des manifestations dans le domaine de la recherche et au-delà, contre, ouais, ça devait être contre Macron ou aussi sur les migrants. Il y a eu une conjonction de phénomènes comme ça. Et donc, ma 3e année à Lyon 2, elle a été faite de blocus sur blocus toute l'année. Donc, à ce moment-là, j'en ai eu marre de Lyon 2. Ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, j'ai voulu faire ce master-là parce que Sciences Po Lyon, c'était encore considéré, et c'est considéré comme une belle école, voilà, une grande école, etc. Et donc, je voulais avoir ça à mon CV. À un moment donné, j'étais en mode, bon, voilà, fais quelque chose de ta vie, sans mettre la pression aux gens qui ne feront pas ça, mais j'avais encore cette pression jusqu'à la fin de ma 3e année. Donc, j'ai passé ce concours, je l'ai eu, mais avec du recul, voilà, Sciences Po Lyon, ça reste juste une bonne école. C'est pour ça que là encore, pour calmer certaines ardeurs, Sciences Po Lyon, c'est pas Sciences Po Paris. Alors, c'est pas la fac, mais je connais trop de gens qui associent facilement Sciences Po Lyon à Sciences Po Paris. Genre, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Sciences Po Paris, en tout, est mieux que Sciences Po Lyon. Mais voilà, Sciences Po Lyon reste une belle école. Il faut savoir voilà, l'appréhender à sa juste valeur. C'est pour ça que je préfère utiliser le terme d'IEP, d'Institut d'études politiques, avec les 6 ou 7 qu'il y a en France, et avec une espèce de qualité. Enfin, voilà, c'est un modèle franco-français, les IEP. Alors que Sciences Po Paris, on est sur quelque chose de beaucoup. C'est une école de classe internationale. C'est une école de classe mondiale. C'est genre, voilà, c'est genre le PSG en Ligue 1, quoi. C'est la Ligue des Champions. Voilà, on est sur autre chose. Voilà, Sciences Po Lyon, voilà, Hélène, voilà, c'est une école voilà, de rang un petit peu moindre, mais bonne école quand même. Donc ça, c'est la première chose. Beau master quand même, voilà, malgré tout. J'étais hyper content d'y rentrer. Je me sentais à ce moment me pousser des ailes parce que grande école. J'ai choisi de faire relations internationales parce que c'est ça ce sur quoi je voulais me spécialiser. Voilà. Est-ce que je développe sur d'autres choses par rapport à ça? Est-ce que j'embraye sur une question? Je pense qu'on va. Non, ça va. Enfin, Non. pour l'instant, tu as
très bien répondu. On va passer aux autres questions qui vont permettre de détailler un petit peu plus l'expérience du master. Du coup, quelles sont les choses les plus importantes à savoir sur le processus d'obtention d'un master par rapport à la candidature, par exemple, et les sélections, notamment dans ton cas? Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il faut savoir. Alors bon, de manière très formelle, il faut connaître toutes les modalités de l'école que tu veux rejoindre, concours, pas concours, et ce genre de choses. La sélectivité qu'il y a à l'entrée du master, celle-là, elle est importante. Il faut naturellement pas que ça fasse peur. Il faut éviter de faire des statistiques, si je peux donner un conseil précis. Quand je dis éviter de faire des statistiques, c'est-à-dire il faut éviter de dire ah, mais il y a tant de personnes qui ont réussi à accéder à ce master en ayant eu 12,8 de moyenne à leur licence et en ayant fait 3 stages à je ne sais pas quoi. Non, genre, fais ton parcours à toi. Franchement, maintenant, j'ai vu tellement d'exemples de gens qui, tu te dis pourquoi lui, il est arrivé à un truc de fou et pourquoi cette personne qui avait tout pour réussir, elle n'a pas fait un truc de fou, qu'il ne faut pas faire des stats et il faut jouer pour soi et il faut penser à soi et à ses capacités. Qu'est-ce que tu peux faire toi? Comment tu peux super bien préparer un concours? Comment tu peux super bien préparer toi tout seul une entrée en master en bossant à fond en bossant comme tu peux ta licence, ta dernière année, et en bétonnant un projet pro pour qu'au moment où des oraux, parce que les masters, très souvent, tu rentres sur oral, enfin, tu peux parfois tu rentres en master, et ben, tu aies un truc à raconter. Alors là, je le dis, quand je dis bétonner, c'est le terme c'est le terme officiel pour dire mitonner. C'est-à-dire que personne n'a un projet professionnel établi et stable à la fin de la licence. Moi, le premier, et encore moins au lycée. Hein, donc, c'est une des raisons pour lesquelles je parlais en ces termes de Massignon tout à l'heure. Voilà, on ne peut pas te demander d'avoir un projet bétonné à cet âge. Mais donc, pour revenir à la fin de la licence, moi, quand j'ai passé le concours de Sciences Po Lyon, et que j'ai fait les oraux. Donc, on m'a demandé où est-ce que je me voyais plus tard, ce genre de questions totalement débiles. Et j'ai raconté que je me voyais, que mon rêve, c'était de travailler à l'Union africaine, dans la diplomatie entre le Maroc et les pays d'Afrique subsaharienne et tout. Et j'ai inventé plein de choses par rapport à ça. Ils étaient impressionnés et tout. Chose que je fais absolument pas aujourd'hui et que j'ai oublié, je pense, sitôt que j'ai mis un pied à Sciences Po Lyon. Donc voilà. Mais il faut jouer le jeu et il faut essayer de comprendre les règles du jeu au maximum. Et donc, c'est ça ce que j'essaie d'expliquer. Voilà, il faut se métisser aux règles du jeu. Donc, si on te demande d'inventer un parcours, tu inventes le parcours et tu dis que tu en as un et tu dis que tu rêves de faire des choses incroyables et que c'est grâce à ce master que tu vas réussir à faire ces choses-là. Et voilà, quitte à ce que ce soit absolument pas la suite. Voilà le meilleur conseil que je peux donner pour quelqu'un qui va rentrer en master. Du coup, je vais te poser une question par rapport à ça, une petite référence à des notions de sciences politiques. Alors pour toi, justement, la fin justifie les moyens? Est-ce que la fin justifie les moyens? Ouais, notion de sciences politiques, ouais, je vois à qui tu fais référence, peut-être à Machiavel et tout, ou autres penseurs, type, bref, Max Weber, des choses comme ça. Mais est-ce que la fin justifie les moyens? Non, parce que le dire comme ça, ce serait beaucoup trop binaire. Le dire comme ça voudrait… Ça c'est l'élitisme que je ne vais pas nécessairement cultiver, parce que ça signifierait que il faut être un rat pour réussir dans la vie, prêt à tout, voilà, genre, je vais défoncer mes potes, voilà, mode concours médecine, où voilà, je ne vais pas aider mon voisin, etc. Non, la fin ne justifie pas les moyens. Et si tu regardes le contexte de cette phrase aussi, elle est naturellement plus complexe que ça. Voilà, parce Oui, que bien sûr.
Tu sais ce que c'est le contexte de l'Italie du 15-16e siècle. C'est un truc très, très, très spécifique. Mais appliqué à soi, en fait, ça va faire un peu de sulcif, mais appliqué à soi, c'est toujours très difficile de comprendre. C'est sociologique ce que je vais dire. Voilà, la science politique, c'est toujours très difficile de comprendre les raisons pour lesquelles on agit. C'est toujours très difficile de comprendre est-ce que là j'agis pour la fin, est-ce que là j'agis juste pour mes valeurs, parce que souvent on oppose la fin justifie les moyens à agir uniquement pour tes valeurs à toi et pas pour le résultat. Voilà, c'est un mix des deux. Et comme ce mix il est difficile à distinguer, et ben moi je dis voilà, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu fais le max que tu peux toi et advienne que pourra. Ok, super, merci. Et du coup, pour terminer sur cette section sur le master, au final, en ayant expérimenté les deux, la licence et le master, quelles sont les années que tu as préférées et pourquoi? Ok, bah alors bon là encore socialement de la L1 au M2 génial, donc pas une préférence des ambiances différentes surtout. Donc voilà, ça c'est la première chose. Beaucoup de belles rencontres, des gens que je garde aujourd'hui encore. Donc ça c'est important, beaucoup de beaux souvenirs. J'ai globalement préféré le master. J'ai globalement préféré le master 1 surtout. Parce que j'ai trouvé qu'on rentrait un peu plus dans les détails, mais vraiment avec des pincettes, vraiment à peine un peu plus. Et si je dois donner un avantage de chaque, alors la licence, je vais dire que allez, je vais utiliser des termes, des phrases d'Instagrammeur, mais la licence m'a permis de développer ma capacité d'émerveillement, voilà, je dirais. C'est-à-dire ma capacité à m'émerveiller aux choses, à continuer à être curieux. Parce que c'est très facile d'arrêter de l'être, je pense vraiment. Tu commences à avoir des potes, tu commences à t'installer dans ta petite vie, dans ta petite routine, et après tout, bah, pourquoi être curieux, pourquoi continuer à lire, t'es bien, etc. Il n'y a pas de raison valable à un moment donné à continuer à être curieux. Ben, la licence m'a donné ça. Et depuis, bah, je n'ai jamais arrêté d'être curieux, et c'est un effort d'être curieux. Il faut le voir comme ça. Et le master, l'avantage, c'est que, voilà, très prosaïquement, dans mon CV aujourd'hui, j'ai Sciences Po Lyon, qui est une grande école et qui est voilà, j'ai dit c'est pas Harvard, mais ça reste un petit passeport sympathique en cas de un doctorat qui se finirait mal ou de choses comme ça. J'ai ça. Donc voilà. Est-ce qu'il t'arrive de regarder parfois en arrière et de rêver d'avoir fait les choses autrement, peut-être d'avoir changé quelque chose dans ton parcours, un paramètre? Et si oui, qu'est-ce que tu changerais? Bon, voilà. Ah oui, totalement, oui. Alors, je dis oui totalement, tout en ne regrettant pas du tout ce que j'ai fait. Parce que j'aime bien vraiment ce que je fais, sans plus, hein, évidemment. J'aime pas le délire de il faut absolument être passionné par ce qu'on fait. Ça met une pression pas possible aussi. Jeune, donc j'aime bien ce que je fais, mais voilà, sans plus. Après, oui, je ferai les choses différemment et je ferai les choses différemment en faisant un parcours scientifique. Moi, mon doctorat, je le dirai tout à l'heure, je le fais en Sciences Po et sociaux, mais je travaille sur le thème de la gestion des maladies infectieuses en France. Donc, je suis amené à voir beaucoup de médecins. Et parmi mes meilleurs potes, il y a des médecins. Donc, je côtoie beaucoup cet univers dans ma vie. Et peut-être que si j'avais dû refaire, peut-être que j'aurais été vers ça. Peut-être que j'aurais été vers de la médecine parce que à la fois le truc classique, voilà, c'est un des plus beaux métiers du monde. Là encore, ça fait un peu phrase comme ça d'Instagrammeur, mais là, je trouve que c'est vraiment pas faux si on rentre dans les détails. Après aussi parce que les filières scientifiques, très prosaïquement, c'est celles qui te permettent de t'en sortir financièrement le plus, peut-être, en tout cas parmi, ou en tout cas le plus rapidement. Tu galères moins avec d'autres filières. Donc ça, voilà, je garde en tête. Et à la fois, voilà, par intérêt, parce que je trouve que voilà, les matières scientifiques, il y a quelque chose de beau dedans.
Et je pense que je pourrais le faire. C'est pour ça que j'aime pas les catégorisations, t'es un littéraire ou t'es un matheux. Je pense sincèrement que je pourrais m'y remettre parce que c'est question d'effort et de travail. Donc voilà, si je pouvais refaire, ouais, je. Je vais rebondir genre, hyper rapidement sur ce que tu viens de dire, surtout par rapport à ce que tu as dit au début de l'interview, par rapport au fait que tu voulais pas faire S, etc. Bah, étant donné que le truc que tu referais dans ton parcours, c'est de choisir la S, est-ce que tu donnes pas raison à tes parents de t'avoir poussé vers cette voie parce que tout le monde la considère plus avantageuse? Le problème, c'est que les parents, ils le font mal parce que les parents, ils le font avec, ils le font en mode, voilà, si c'est pas ça, tu vas crever de faim toute ta vie, tu vas manger du pain et de l'eau, etc. Et moi, voilà, je le dis pas dans ce sens parce que ce que je dis à côté, c'est vraiment que je regrette pas mon parcours. En fait, c'est vraiment les deux. À la fois, je referai différemment et à la fois, je regrette pas du tout mon parcours. Parce que, voilà, pour tout un tas de raisons, je le dirai au moment du doctorat. Donc, non, je leur donne pas raison parce que ça, mon parcours, il m'a permis aussi une certaine originalité. Parce que il y a peu de gens qui font un doctorat dans ma génération et dans chaque génération, parce que enfin, dans une population en général, il y a très peu de personnes qui font de la recherche. Hein. Ça reste une dominante. Et donc voilà, le simple fait d'avoir cette différence, de faire un doctorat, de faire de la recherche, ça m'a donné la possibilité d'imaginer, de vivre quelque chose que jamais, même mes parents n'imaginaient pas quand on est au collège. On ne sait pas ce que c'est que le doctorat au collège, on sait vaguement. Déjà que le master, on a du mal à voir ce que c'est. Alors le doctorat, c'est un truc encore plus voilà, lointain, etc. Donc non, pour l'originalité que j'ai cultivée en ayant ça, non. Et donc pour toutes les originalités que tu peux cultiver en sortant du sentier battu par tes parents et par la pression de ton milieu, non, je leur donne pas raison. Voilà. Et au final, avec du recul aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu as déjà rencontré des obstacles durant ton parcours? Est-ce qu'il y en a qui t'ont particulièrement marqué? Et si oui, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus ta perception des choses là-dessus? Eh ben ouais, alors rapidement, le plus grand obstacle qui est revenu très souvent, c'est le côté. Il est revenu jusqu'au master. Il est revenu jusqu'au début du master, enfin jusqu'à que je rentre en master. Mais c'est le côté image du Kessoul qui pèse sur moi. En première, ma première, ça a été une année où j'ai pas failli être viré ou quoi, mais c'est une année où, voilà, je sais plus si j'ai frôlé le redoublement, mais bon, c'est allé assez loin scolairement. Et donc, personne ne mettait un copec sur moi, personne ne misait sur moi. Donc, la chose que je retiens le plus, et voilà, pendant ma première année de licence, ça a aussi été ça. Je l'ai raté. Enfin, j'ai dû retaper ma licence 1 pendant que je faisais ma licence 2. J'ai dû faire les deux en même temps. Donc là encore, peu de gens misaient sur moi. Donc l'obstacle que j'ai eu, ça a toujours été tu vas rater parce que tu as déjà raté des choses et tu vas pas pouvoir faire quelque chose de grand et quelque chose de beau. Mon parcours l'a démenti. Et donc voilà, je vais pas dire que j'ai cru en moi et ce genre de trucs. J'ai juste, il faut laisser le temps au temps, quoi. Il faut laisser le temps à des esprits de se révéler. Voilà, il y a le temps. Il y a le temps d'arriver à émerger. Voilà, le grand obstacle. Super, merci. Rita, du coup, je te laisse la parole. Oui. Là, on va passer aux questions concernant ton doctorat. Ouais. Donc, déjà, pourquoi as-tu fait le choix de devenir doctorant? Alors, pourquoi j'ai fait un doctorat? Comme je vous l'ai dit, à la fin de ma licence, je commençais déjà
a bien aimé le monde de la recherche en sciences sociales parce que mes profs venaient d'un laboratoire à Lyon, donc ils venaient de ce monde-là. Et donc, j'ai pu déjà à ce moment demander à beaucoup de conseils et il y en a qui m'ont beaucoup aidé par rapport à ça. Donc, je savais à peu près ce que c'était. Ensuite, j'ai fait 3 mémoires de recherche. Les 3 expériences m'ont plu. Et donc, je voulais continuer à faire ça. L'avantage d'un doctorat en sciences sociales, enfin, mais en tout en général, c'est de prendre un sujet et de développer une connaissance sur un truc assez folle, assez phénoménal. Ça ne veut pas dire que tu connais que un truc. Ça, c'est souvent un cliché qui vient sur le doctorat parce que c'est toujours voilà, des objets qui gravitent dans un monde social plus large. Donc, en fait, ça te développe voilà, tes connaissances de manière très large. Mais voilà, l'atout du doctorat en sciences sociales, c'est une capacité d'élucidation du réel. Donc, pour le dire plus simplement, une culture qui est énorme et que personne d'autre n'a en faisant des parcours plus classiques. Voilà. Je vais être très critique vis-à-vis du doctorat, c'est pour ça que là, je donne les bons points pour le moment. Donc voilà, voilà pourquoi je voulais faire un doctorat pour avoir ça, pour avoir cette force. Bah, justement, là, tu vas avoir l'occasion de critiquer parce que la prochaine question, c'est est-ce que tu conseillerais cette voie à ceux qui ont la possibilité de l'entreprendre? Non, surtout pas. Donc, là, vraiment pas. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que ça ramène pas d'argent dans la vie, ou en tout cas de façon plus galère. Je suis pas du tout. Je ferais pas un doctorat si j'étais le mec qui dirait c'est le bonheur qui fait l'argent et toutes ces conneries, mais voilà, de manière basique à un moment donné, les perspectives d'évolution salariale dans le doctorat, c'est-à-dire dans la recherche en France, quelle que soit la recherche, hein, la recherche en sciences exactes, la recherche en sciences sociales, hein, tout type de recherche. C'est pour ça que la France n'a pas eu de vaccin, c'était le petit instant politique. Mais voilà, de la science, des sciences dures aux sciences sociales, le monde de la recherche en France, c'est un monde dans lequel il n'y a pas d'argent, c'est un monde dans lequel tu galères longtemps avant d'avoir un poste stable et la possibilité de te donner des anticipations voilà, sereines sur ta vie. C'est-à-dire de te poser, c'est-à-dire d'envisager voilà, je sais pas, d'acheter, voilà, d'avoir de commencer à profiter sur un certain nombre de plans. Donc voilà, si tu fais un doctorat en France, c'est mieux de quitter la France ensuite parce que le doctorat français, il est bien vu à l'étranger. Donc voilà, pour cette raison. Et Oui, vas-y. je peux rajouter très rapidement une deuxième raison. L'un des grands problèmes du doctorat, c'est qu'il peut te donner l'impression de connaître tellement de choses que tu commences que tu en deviens condescendant. Voilà, la condescendance, c'est quelque chose qui pèse beaucoup sur le vécu du doctorant parce que le savoir, il est grisant. Le savoir, il te donne l'impression de. C'est beau de connaître des choses. C'est trop cool de se sentir connaître plein de choses. Et il peut te donner parfois l'impression de, genre, être là trop loin et tu as l'impression que tu connais plein de choses alors qu'il faut parfois de l'humilité. Mais justement, du coup, toi, tu comptes faire quoi après fini ton temps? Tu vas pas aller dans la recherche. En fait, moi, ce qui va se passer, c'est que quand je vais finir mon doctorat, je vais passer tout un tas de concours pour devenir prof en France, enfin, pour devenir prof à temps plein, pour devenir MCF, maître de conférence. Si je les ai du premier coup, je prends, parce que c'est la sécurité de l'emploi et parce que là, pour le coup, voilà. Le problème, c'est que dans ma discipline, la moyenne pour obtenir un poste après le doctorat, elle est d'environ 4-5 ans. Donc, voilà, j'ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas faire de stats, mais tu vois, je l'applique à moi-même, c'est pas bien, mais bon, voilà. Donc, si j'ai pas ça, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas, mais je sais que j'ai les diplômes requis pour faire des trucs cool. Donc, voilà. Et j'ai une variété de champs abordés dans ma vie qui font que ça va. Genre, j'ai un master en relations internationales, je fais mon doctorat sur la santé publique, voilà, j'ai de la socio, j'ai de la Sciences Po, j'ai aussi un master à l'ENS.
j'ai pas trop peur sur ça. Ok. Voilà. Je verrai. Là, on va aborder des questions un tout petit peu plus courtes. Ouais. Là, c'était ta première année prof. Quelle est la leçon que tu en as tirée, s'il y en a une, de leçon? Et ben ouais, il y en a. Qu'est-ce que je veux dire? Ah, voilà, je vais dire la leçon que j'en ai tirée, c'est que vraiment, je fais confiance aux mauvais élèves. Et Head qui sont derrière, au fond de la salle et voilà, qui foutent le sbeul et tout ça, qui font un peu n'importe quoi et tout, et ben eux, moi je suis pas le prof qui va les tacler, je suis pas le prof qui va les virer de mon cours, etc. Au contraire, je suis le prof qui va aller leur parler et qui va les respecter. Parce que j'en ai été un, et donc bah, je répercute ça sur moi. Donc ça, c'est la première leçon. Faites confiance aux mauvais élèves si vous êtes prof. La deuxième, c'est un truc beaucoup plus basique, mais que là, bah, du coup, j'ai expérimenté. L'activité de transmettre du savoir, c'est une belle activité, franchement. L'activité, à un moment donné, de donner quelque chose de toi aux gens, c'est beau. Alors, encore plus si jamais tu es bavard comme moi et que tu aimes parler, et que tu aimes raconter des choses et tout. Donc, voilà. Et que tu n'aimes pas que les gens ils te coupent la parole et que tu aimes couper la parole aux gens. Là, c'est très bien parce que tu es le prof, tu as le pouvoir. Donc, tu fais ce que tu veux un petit peu. Mais voilà, de manière plus basique, c'est cool. C'est beau de transmettre. Ça t'apprend beaucoup de choses sur toi. Ça, c'est pas faux du tout. Tu remets en cause beaucoup de choses sur ta personne quand tu transmets. Et ça t'apprend des choses sur la discipline dans laquelle tu donnes des cours. Parce que tu la revois, tu abordes des notions que tu avais oubliées à un moment donné. Donc, tu deviens encore plus un expert de ta discipline. Et ça, c'est Super. Du coup, dans le même esprit, est-ce que tu peux nous donner un avantage à être enseignant et un inconvénient? l'avantage, ben, c'est tout ce que je viens de dire. Franchement, voilà. L'avantage, c'est ça. L'avantage, le meilleur des avantages, c'est la transmission. Voilà, c'est la transmission. Ça, c'est presque métaphysique, mais vraiment, c'est la transmission. L'inconvénient, c'est que c'est lessivant. C'est lessivant de donner des cours. Pour te donner un exemple, je donnais cette année 4-5 heures de cours le lundi matin. Franchement, au bout de 4-5 heures de cours, c'est dur de continuer à bosser ensuite. C'est dur de rentrer ensuite au labo et de bosser la thèse, etc. Parce que pour peu que tu fasses ça avec de la bonne volonté, et tout est permis quand tu es enseignant, et ben tu peux ne jamais t'arrêter d'être minutieux, de préparer ton cours, de donner de l'attention à chaque élève, de prendre chaque élève à la fin du cours, etc. Donc l'inconvénient, c'est que c'est lessivant, c'est fatigant de donner des cours. Ça, ouais. Ok. L'avant-dernière question, du coup, on a bientôt fini. Qu'est-ce que tu choisirais comme moment clé de ces années supérieures? Qu'est-ce que je quoi? Qu'est-ce que tu choisirais comme moment clé? Question difficile. Comme moment clé. Il y a comme moment clé. Il y a eu des moments clés de ma vie sociale quand je me suis mis avec mon amoureuse, qui a été un moment hyper clé dans ma vie. Il y a eu comme moment clé le moment où je suis rentré en doctorat et j'ai toujours voulu faire ça. Voilà, donc j'ai vraiment ça a été un moment important et beau. C'est pour ça que je t'ai dit, hein, je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait. Quand je suis rentré en doctorat, non, ça, je me suis senti pousser des ailes. Il y a eu comme moment clé les soirées latino-américaines que j'ai fait avec mes meilleurs potes en 2 et 3e année, qui ont été de très, très, très bons moments de ma vie. Voilà, mais si je dois en retenir un, je dis des choses sociales parce que les études, c'est ça aussi. Hein. C'est que c'est pas coupé de la vie sociale. La vie universitaire, si elle était voilà, uniquement cantonnée à ce que tu vas apprendre, elle ne servirait à rien. Donc c'est pour ça que j'ai donné des moments comme ça. Mais bon, si je dois en retenir un, allez, je vais dire le doctorat. Le doctorat.
Ma copine ne va pas être contente parce que mais bon, je l'ai dit en premier. Non, mais big up à ta copine parce que c'est le premier truc que tu as dit. Donc, Voilà. c'est peut-être pas le truc que tu as choisi, mais c'est le premier truc que tu as dit. Ok, super. Bah, là, c'est la dernière question, c'est la question de fin. Si tu devais illustrer ton parcours de ton bac à aujourd'hui, en un mot, en une phrase ou en une citation, qu'est-ce que tu dirais aux autres alumni? Ah ouais, qu'est-ce que je dirais aux autres alumni? Ouais, là, tu au Alors, maximum. ouais, bon, je vais pas vous faire là encore, hein, je vais pas vous faire les croyants en vos rêves. Faut pas avoir peur de l'échec. Il y a quoi d'autre? Ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ce genre de, ça c'est n'importe quoi, voilà, parce que souvent c'est des auteurs qu'on connaît pas. Moi-même, hein, voilà, je les ai jamais lus, je vais pas, je sais pas. Donc je vais pas te sortir ça. Qu'est-ce que je vais te sortir? Euh, je vais te sortir le plus important, c'est allez, vu que ouais, ça va faire sens. Ça va faire plaisir quand j'enverrai cette vidéo aux Marocains, mes potes marocains. C'est c'est une espèce de dédicace. C'est bizarre, hein, de dire ça, j'aime pas ce terme. Mais en quelques mots, enfin en un mot, c'est le mot perna. Le mot perna, c'est le nom de mon groupe d'amis d'enfance marocains. On est 7, voilà. Et pourquoi est-ce que je dis ça pour les alumni? Garder au maximum des attaches avec la communauté, avec votre communauté massignonnaise d'origine. Moi, Perna, c'est ça. Et Perna, au bout de 7 ans, on est 7 et on est aussi amis que le premier jour. Et on se parle encore toujours autant. Et on est toujours autant soudés. Et je me souviens qu'à la fin de la terminale, on se disait, est-ce que vous pensez que dans quelques années, on va être encore amis, ou là, on va s'oublier, ou là, on va, etc. Et voilà, et jusqu'en décembre de l'année dernière, on faisait encore un voyage ensemble. Et là, il y a quelques semaines, j'étais à Paris pour en voir certains. Et c'est encore très fort. Donc voilà pourquoi je fais ce renvoi à mes propres potes pour parler du travail que vous faites là maintenant, alumni. Gardez des liens avec. Gardez des liens avec. C'est important et voilà, et c'est cool. C'est très important. Voilà. C'était Super. pas un mot. Bah, C'est un beau message de fin. c'est un beau mot de fin. Du coup, merci beaucoup, Ali. C'était super intéressant de parler avec Et toi. merci à vous surtout. Merci beaucoup. Réponse. Vraiment, c'était extra et j'espère que ça va servir aux alumni qui vont regarder ça. On l'espère. C'est J'espère un aussi. peu long. Ouais, Faites merci l'effort. beaucoup pour ton retour d'expérience, en tout cas, vraiment. Avec plaisir. Désolé, j'ai peut-être été bavard. C'est cool ce que vous faites. J'espère que. Soit bavard, franchement, c'était super intéressant de parler avec vous comme ça. Et vu que tu étais le premier à passer, tu as mis la barre très très haut pour Ah oui, ok. les intervenants. J'espère que ça aura des suites. Et voilà. Merci beaucoup, Ellie. Super. Merci Merci encore, Ali. Super. Ouh